Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e édition du Common Or Day. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au Common Or Congrès, qui est, comme vous le savez, la journée d'études de notre événement. Donc, vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas Raymond Morin. Malheureusement, il y a eu des petits aléas, mais vous inquiétez pas, Raymond arrivera pour la table ronde à 10h40. Donc le marketing d'influence reste évidemment le thème de notre journée. En développement constant, nous avons remarqué que c'est une stratégie qui est de plus en plus utilisée dans notre environnement, aussi bien d'un point de vue professionnel qu'en tant que consommateur. Et donc cette nouvelle forme de communication a pour but de créer un lien réel avec sa communauté. Mais qui sont ces influenceurs dont l'impact et justement le pouvoir d'influence ne cesse de croître? Qui est concerné par le marketing d'influence? Comment peut-on créer une relation de confiance et une relation cohérente entre les marques et les influenceurs? On peut aussi se demander comment développer le marketing d'influence dans le B2B. Quelles sont les bonnes pratiques du marketing d'influence et à l'opposé, quels sont les processus à éviter? Et enfin, où en sera le marketing d'influence demain? Donc la journée sera marquée par différents temps forts. Donc divisés en 3 séquences, nos intervenants traiteront l'ensemble du sujet du marketing d'influence d'aujourd'hui. Ils aborderont dans un premier temps son fonctionnement et ses atouts. Seront ensuite étudiées les différentes façons dont les influenceurs peuvent s'associer aux marques et leurs stratégies. La troisième et le dernier pan de cette journée traitera des limites du marketing d'influence ainsi que les perspectives. Chaque séquence sera divisée en 3 keynotes de 20 minutes, ainsi qu'une table ronde de 1h15. Enfin, 3 de nos intervenants participeront à des séances de dédicaces. Donc c'est grâce à la diversité et à la complémentarité des profils de nos intervenants que vous trouverez les réponses aux problématiques que vous, professionnels du marketing, de la communication et de l'événementiel, peuvent être amenés à rencontrer. Donc, en effet, ils sont blogueurs, influenceurs, chefs d'entreprise mettant en relation les marques et les influenceurs, ou encore avec un ancrage plus relation presse, mais ont tous à cœur la thématique que nous porterons tout au long de la journée, qui sera riche en enseignements. C'est donc une vision 360 du marketing d'influence que nous vous proposons aujourd'hui. Nous allons tout de suite laisser la place à Frédéric Varembourg qui animera la première séquence. Donc, bonne journée et bon Common Or Day. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Maxime François et toute son équipe, Chloé et Chloé, pour cette introduction et pour l'organisation des Common Or. Donc, la première séquence porte sur le marketing d'influence, sa compréhension et ses atouts. Qui dit marketing d'influence dit influenceur. Donc cela suppose de savoir qu'est-ce qu'un influenceur. Et pour savoir ce qu'est un influenceur, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Eric Delcroix de Head Production. Eric, welcome. Bonjour à tous. Alors, normalement, il y a ma présentation que je vais devoir... Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. Donc, la présentation, donc, elle est démarrée. Donc, je vais vous parler de qu'est-ce que pour moi un influenceur et comment ça fonctionne au niveau de l'influence, avec peut-être des choses que pas beaucoup de gens diront aujourd'hui, parce que je vais peut-être aller à contresens parfois. Donc, je suis un ancien maître de conf associé à l'Université de Lille 3. J'y étais pendant 10 ans. Je m'occupais d'un master sur la communication online. Maintenant, je fais du conseil en entreprise. J'ai été blogueur. Mon blog, dans les grandes années des blogs, en 2005 à peu près, était dans les 50 premiers français. Je suis auteur de différents bouquins sur les réseaux sociaux et les médias sociaux. Expert aux différentes casquettes, parce qu'au fil du temps, on m'a mis des étiquettes en disant il est spécialiste de tel truc, de tel truc, de tel truc. Les dernières choses dont je m'occupe, en réalité, c'est la génération Z, donc les jeunes nés entre 1995 et 2010. Également d'influence, puisque ça fait plusieurs fois que je suis invité à intervenir sur le sujet. Et ce que je dis, je suis ex-influenceur, nouvel influenceur. Pourquoi? Parce que j'étais influenceur à l'époque des médias sociaux, à l'époque des blogs. On m'appelait quand c'était Facebook, par exemple.
Et ça a toujours varié. En réalité, j'ai vu des influences diverses et variées. Pour moi, les influenceurs, on y reviendra tout à l'heure, ont un cycle de vie. Et dans les nouvelles influences, en fait, je travaille avec mes 2 filles sur un projet qui n'était pas du tout prévu pour devenir influenceur dans le domaine de la cuisine. On a un site qui s'appelle La Cuisine de Mémé Monique, et avec une communication particulière. Et en fait, on se retrouve dans les influenceurs du domaine de la cuisine, désormais. Donc vous avez devant vous un influenceur culinaire, parce que les événements sont produits au fur et à mesure. Et j'ai certainement été l'un des premiers à parler de l'influence à propos des blogueurs. C'était vers 2007 à peu près. Personne à l'époque ne parlait d'influenceurs. Moi, je disais que les blogueurs allaient prendre le pouvoir qui était réservé aux journalistes à l'époque. C'est plus ou moins vrai, mais les blogs n'existant quasiment plus désormais. Ça pose un autre problème. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans les influenceurs, sur d'autres thématiques qu'on a eues au préalable également, ça me rappelle tout à fait ce qui se passait au début des blogs. Au début des blogs, moi j'ai entendu des discours, tout le monde peut avoir un blog. Et aujourd'hui, j'entends le discours qui commence à traîner, qui est que tout le monde peut devenir influenceur. Je suis désolé, tout le monde ne pouvait pas être blogueur, tout le monde ne pouvait pas devenir blogueur, et tout le monde ne peut pas devenir influenceur. Même s'il y aura le micro, on en reparlera tout à l'heure. Alors, le marketing d'influence, quand j'ai préparé la conférence aujourd'hui, j'ai cherché un petit peu. Et en fait, c'est pour trouver une définition, c'est sur définition marketing. J'ai trouvé cette définition qui me paraît pas mauvaise. C'est un extrait simplement, j'ai simplement mis des points de suspension pour pas tout lire, parce que sinon c'était un peu long. L'ensemble des pratiques qui visent à utiliser le potentiel de recommandation des influenceurs visent désormais les utilisateurs de réseaux sociaux les plus suivis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la définition qui est donnée dans le site de définition marketing. Et pour moi, déjà, on va exclure des influenceurs ceux qui organisent régulièrement des concours. Ils ont beaucoup de gens chez eux, mais des gens pour des concours, comme quand vous faites un concours sur un site internet, vous avez beaucoup de gens qui vont venir, mais les gens ne vont pas rester. Donc c'est le pis-aller, je dirais, c'est pour essayer de se créer du contenu, pour essayer de faire venir des gens, mais c'est pas ça en fait, le marketing 2.0, le web 2, comme on l'a appelé, les réseaux sociaux, c'est pas du tout ça, c'est un autre état d'esprit qu'il faut avoir au point de départ. Ne sont pas influenceurs, pour moi également, ceux qui achètent des abonnés ou des likes. Même si aux États-Unis, malgré tous les beaux discours qu'on entend par les agences, en disant oui, on sélectionne en fonction de ce que font les gens, de ce qu'ils utilisent, etc. Aux États-Unis, il y a une société qui s'est amusée à créer des faux comptes. Et elle s'est acheté des abonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est inscrite dans les plateformes. Et évidemment, les plateformes se sont précipitées pour elle parce qu'elles avaient des grands nombres d'abonnés qui correspondaient à rien du tout. Mais on les avait. Donc quand on me dit oui, on sélectionne, on fait des choses, sur d'autres conférences où j'ai assisté, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes, on y reviendra après. Et Benoît est là, c'est un peu pour lui ça, parfois confondu avec les relations presse. Pour moi, ça reste quand même 2 domaines différents. C'est-à-dire que la relation presse, au point de départ, ça s'adressait aux journalistes. Donc ils avaient du recul par rapport à l'information, même si on passait le message tel qu'il nous était délivré parfois, ça arrivait, il y avait quand même une réécriture au moins, ou éventuellement d'autres fonctions qu'on faisait par rapport à ça, pour modifier le contenu et juger s'il était valable ou pas. Est-ce que l'influenceur est journaliste? Tout au début des blogs, j'avais écrit un article sur la responsabilité des blogueurs. Quand on publie quelque chose, on est responsable. Influenceur, on est également responsable. Et là, j'ai des gros problèmes. Et effectivement, très souvent, il y a simplement un passage du communiqué direct qui a été envoyé par les RP. Si je remonte le temps, avec l'origine de l'Internet, des médias sociaux, à l'époque, on parlait beaucoup de 2 choses. Les pairs, qui étaient autour de nous, les gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes activités que nous, et également ce qu'on appelait les pro-am, les professionnels amateurs, celui qui travaille dans un domaine, mais il parle dans son blog, par exemple, de fleurs, ou comme nous, de cuisine. On n'est pas cuisinier au point de départ. Par contre, on est considéré maintenant par beaucoup comme des professionnels de la cuisine. Donc on est professionnels amateurs. Et je pense grandement que les évolutions qu'on entend parler actuellement au niveau des influenceurs, c'est simplement la suite logique de ces pairs, de ces pro-am,
la plupart du temps. Reste à savoir s'il faut les rémunérer ou pas, et on y reviendra après. Qu'y reste-t-il des blogueurs du passé ? Je vous disais tout à l'heure, un influenceur, ça a une durée de vie, ça a un cycle de vie. Je vous ai dit moi-même, j'ai passé par plusieurs types d'influence. Les blogueurs de 2005, qui se souvient encore du nom des blogueurs de 2005, et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Vous pouvez chercher, il n'y en a plus beaucoup des gens de l'époque qui ont encore des blogs et qui communiquent encore de la même manière qu'ils communiquaient. Je m'occupais de Blog en Or dans la région. Qu'y reste-t-il des blogueurs de Blog en Or du départ ? Je peux vous dire, il n'y a pas grand monde, très honnêtement. Donc comme quoi, ça a évolué au fil du temps. Et ce ne sont plus, c'était eux à l'époque les influenceurs, ce ne sont plus eux désormais, c'est d'autres personnes sur la région. On a Iseu qui est là, qui est influenceuse, mais j'ai regardé, je connais quelques influenceurs sur les réseaux, dans Instagram, etc. Je ne les vois pas, moi, ici. Parce que, en fait, ils ne sont même pas connus dans la région, alors que vous avez des gens qui ont 20 000 personnes, 35 000, je crois aussi, qui sont bien présentes pourtant. Donc, il y a eu une modification. Oui, avant donc 2005, à l'époque, on s'était moqué beaucoup d'une fille qui avait écrit un petit texte dans son blog en disant tout m'est dû. C'est-à-dire que j'arrive dans un magasin, je peux aller prendre tel ou tel truc, on va me l'offrir, je suis blogueuse. Je vais au restaurant, non, je ne vais pas payer, je suis blogueuse. Et en fait, c'est le système qu'on retrouve un petit peu avec les influenceurs aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des influenceurs qui se comportent comme ça en disant voilà, moi, de toute manière, tout m'est dû. Et donc, je peux tester parce que j'ai un certain nombre de personnes derrière moi. Et ça, on le retrouve à différents niveaux dans les gens qu'on croise au niveau de l'influence. Et l'arrivée des réseaux sociaux, des médias sociaux, c'est passé, ça a amené un petit peu ça. Et en fait, c'est vrai que du blogueur, on est passé aux influenceurs. On est passé notamment à YouTube pour arriver ensuite sur Instagram. Et demain, je ne sais pas sur quoi ça sera. Et en 2010, à peu près, grosso modo, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut les assimiler au fur et à mesure. Il y a eu Pinterest qui est arrivé un tout petit peu plus après, et Snapchat. Mais en fait, on n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Donc ça a commencé par le contenu. C'était plus du contenu qu'on faisait, mais c'est du content marketing. Et juste après, est arrivé les influenceurs. On a découvert qu'il y avait une nouvelle race de personnes, influenceurs, qui est arrivée. Donc historiquement, on peut à peu près le situer. Alors, influenceur, c'est quoi ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, si je tape dans le dictionnaire quelconque, le mot influenceur, vous ne le trouverez pas. Quand vous tapez un texte, que vous dites influenceur, vous allez voir que le correcteur orthographique va vous dire qu'il y a une erreur, parce que le mot n'existe pas en tant que tel. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de mystifications également racontées par les entreprises. Moi, j'étais invité à une conférence avec Trac, et il y avait quelqu'un qui passait avant moi, je tairai le nom de la société, mais c'est une grosse société française, et qui nous disait les bienfaits de l'influenceur et de ses campagnes avec des chiffres. Et c'était très marrant, parce que tous les chiffres qu'il nous donnait, c'était pas de l'influence qu'il faisait, c'était du backlink pour le SEO. Et il a même dit à un moment, oui, ça nous a permis d'être premiers en tête de liste. Donc, je n'ai pas besoin de savoir qui communique, c'est simplement à ce moment-là, avoir le plus gros nombre, effectivement, faire de la publicité pour avoir mon nom qui apparaît. Pardon. Avoir mon nom qui apparaît et qui permettent de monter au niveau des stats dans Google. Donc pour beaucoup de cas, c'est ça. Et comme le dit Raymond, qui n'est pas encore arrivé, donc il y a les influenceurs ratistes qui font des pages de pub ou du public rédactionnel. C'est tout à fait ça, c'est les gros comptes que vous trouvez en règle générale. Et là, on peut l'analyser par le nombre de vues qu'il y a eu de la page. Après, il y a le discours, est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire que, effectivement, on a beau nous faire des beaux discours, il y a la pratique qui se mettra derrière, qui n'a rien à voir. Et là, on retrouve effectivement mon fameux père de tout à l'heure, qui est mis à toutes les sauces. C'est-à-dire que le père, ça a toujours existé, ça existe toujours. Seulement, on essaye même de le monétiser maintenant. C'est-à-dire que quand j'entends certains discours, quelqu'un qui a 10 personnes qui est suivi est influenceur. Donc, on va peut-être le payer pour qu'il influence. Moi, j'ai des doutes. Il ne faut pas oublier que l'influenceur, ça reste avant tout un leader d'opinion, et donc il faut bien qu'il ait une communauté. Et moi, je m'en retourne régulièrement à mes cours de marketing. Alors, j'avais écrit à la suite de la conférence avec Trac une série de 3 articles, influenceur, RP 2.0, Maelstrom d'influenceurs à influencer. Donc, vous avez le lien dans la présentation pour aller le voir. Et moi, je retourne donc à mon cours de marketing. Moi, j'ai appris qu'il y avait un processus d'achat.
Dans le processus d'achat, on a des informateurs, des conseillers, des prescripteurs, utilisateurs, décideurs, acheteurs. Et ben, les influenceurs peuvent se trouver comme informateurs, conseillers, prescripteurs. Effectivement, ils peuvent se trouver dans ces catégories, mais ça correspond bien à quelque chose d'effectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi, ce n'est pas de la simple page de pub qui va fonctionner par rapport à ça. Éventuellement informateur. Mais ils ne peuvent pas être conseillers ou ne peuvent pas être prescripteurs, sauf si c'est des experts dans leur domaine. Alors, parlons un peu de l'influence. Alors, je vous ai mis une infographie que j'ai récupérée hier, qui vous donne justement des chiffres, parce qu'on entend souvent parler d'influenceurs, de micro-influenceurs, etc. Donc c'est un article qui est sorti, et on s'aperçoit qu'influenceur, c'est 100K à 500K. Là, on parle d'influenceurs. Middle influenceur de 10 000 à 100 000 personnes. Et en dessous, vous avez le micro-influenceur. Alors le problème, c'est que ça démarre à 0. On retombe sur mon truc, mais ça finit quand même à 10 000. Donc, on s'aperçoit que maintenant, au fur et à mesure du temps, ça descend. Le minimum pour être influenceur en 2018, c'est 2 000 à 5 000 personnes selon les plateformes, quel que soit l'outil. Donc, vous dites qu'à 2 000 personnes, vous pouvez être influenceur. Mais dans cette même plateforme, on vous dit, faites votre shopping gratuit. Donc, pour moi, j'ai des dilemmes, parce qu'en fait, je ne viens pas pour acheter du produit gratuit si je suis influenceur. Normalement, je viens pour gagner ma vie. On y reviendra également après. Donc, si je reprends mon cas, moi, dans les années 80, je travaillais pour un journal informatique qui s'appelait Icon, qui était une revue Mac, qui était faite sur l'île, mais en réalité, c'était la première revue européenne Macintosh, au niveau des chiffres de diffusion, etc. Et en 2005, quand j'avais mon blog, j'avais plus de visiteurs avec mon blog que ce qu'on avait comme lecteur avec Icon, avec le journal. L'influence que j'avais, la notoriété que j'avais avec le journal était beaucoup plus grande, même si j'avais plus de gens qui me suivaient que celle que j'ai eue avec mon blog. Donc voilà, et c'est tout à relativiser cette notion d'influence. C'est quoi être influenceur? C'est quoi la notoriété? C'est à réfléchir aussi par rapport à tout ça. En 2010, donc en 2005-2008, avec les blogs, on cherchait ce que c'était un blog influent. À partir de quel nombre de personnes les gens pouvaient investir sur un blog pour faire de la pub. C'est simple, c'était 600 personnes par jour au niveau des visites. En 2010, à l'université, en train de travailler, et je discutais avec des étudiantes, elles me disaient « Ah, mais moi, j'ai pas beaucoup de gens qui viennent, mais les marques me payent. » Et moi, ça me posait un problème, parce que je comprenais pas pourquoi une marque allait payer des petits comptes de blogs de beauté, en l'occurrence. Et les gens me disaient, mais j'ai pas envie d'avoir un gros blog, j'ai pas envie d'être connu. Donc moi, il y avait des dilemmes, parce que on communique, c'est pour connaître, c'est pour que les gens en entendent parler. Donc là, ça me pose un gros souci. Et en fait, j'ai compris, c'est que les sociétés en question avaient plein de blogueurs qui payaient, à qui ils offraient des produits. Comme ça noyait complètement toutes les critiques de leurs produits. Et donc, à nouveau, on était parti sur un autre usage que celle de l'influence. Et donc, influenceur en 2018, je vous l'ai donné. Il faut que j'accélère un petit peu. Et vous influencez qui? C'est pas seulement par rapport à la taille, mais c'est la qualité et l'engagement que vous avez par rapport à vos comptes. Et quand je regarde certaines plateformes pour inscrire des influenceurs désormais, ça ressemble beaucoup aux tests consommateurs qu'on avait auparavant. On remplissait plein de feuilles de papier dans lesquelles on disait voilà, j'ai une famille, j'aime ceci, j'aime cela, j'utilise ça, et on vous envoyait des produits. C'est exactement la même chose sur beaucoup de plateformes. Et en fait, le problème qu'on a aussi, c'est que le premier souhait des influenceurs est d'obtenir le produit. C'est pas d'être payé, curieusement. Donc, j'en reviens à mon histoire de la fille de tout à l'heure, à l'époque des blogs, qu'on se moquait. Là, on y est bien. Et à mon sens, il va y avoir un retour à la véritable recommandation de pair à pair. C'est par exemple les ambassadeurs du parc Astérix. C'est-à-dire que vous avez au niveau du parc Astérix, ils ont sélectionné des gens qui viennent dans les parcs, qu'ils en parlent régulièrement dans leur blog. C'est-à-dire qu'il y a une analyse fine qui est faite, non pas sur le nombre de visiteurs, non pas sur ceci, cela, mais sur les contenus proprement dit, pour dire on les sélectionne, on les invite sur des choses particulières. Et donc là, effectivement, on a une collaboration qui est autre que ce qu'on entend d'habitude. Et on a notamment les experts, entre autres les programmes, et les professionnels qui peuvent être ciblés. Donc c'est aussi une direction que ça va prendre. Ce qui a changé, la durée de vie des contenus influents également. C'est-à-dire que la durée de vie d'une information est très très courte dans Twitter. 18 minutes, là j'ai trouvé 18 à 24 heures. 18 minutes, c'est gentil.
C'est moins que ça, normalement, une information Twitter. La seule exception, c'est Pinterest, parce que sur Pinterest, ça reste pendant 6 mois en influence, alors que sur les autres, la durée de vie des autres est beaucoup plus courte. C'est assez peu visible, curieusement, en général. 99% des followers d'influenceurs de marques de luxe n'achètent rien. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et 70% des posts Instagram ne sont pas vus. Donc ça va à contre-cours de ce qu'on entend parfois en disant « oui, c'est génial de publier de tous les côtés ». Autre problème qu'on a, c'est que les blogueurs s'accrochent complètement à leur branche. Moi, j'entends tous les blogueurs dire « ouais, c'est génial, faites des blogs, faites des blogs ». Je vous ai mis un petit tableau à côté. Quelle est votre plateforme préférée? Instagram. Et alors le rouge c'est 2018, le bleu c'est 2017. Et regardez où est-ce que on en est maintenant avec les blogs. Les blogs sont en train de se casser complètement la figure. Ça devient intégré normalement dans des sites. Et donc c'est plus eux qui sont importants. Donc les blogueurs qui restent accrochés à leur branche, il faut savoir que les outils évoluent, qu'on parle pratiquement plus des blogueurs influents en réalité, même si les sociétés fonctionnent encore avec ça. C'est qui sont les influenceurs dans Instagram, dans YouTube, dans d'autres plateformes, selon ce que vous faites. La communication de la génération Z. Génération Z, je vous ai dit, j'ai fait une casquette sur ça, donc j'étais obligé de passer une petite phrase sur ça. Cette génération ne communique pas du tout comme nous. On a fait une conférence l'an dernier avec ISE au SEO Campus pour expliquer comment ils fonctionnaient, comment ils communiquaient, et c'est l'exemple typique avec mes Mnemonic que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on a utilisé justement leur communication. L'inadaptation de la relation marque-influenceur, ça je pense qu'on y reviendra en cours de route également, au cours de la journée, parce que les marques ne sont pas du tout préparées à travailler avec des influenceurs. Nous, on a des propositions qui nous tombent parfois, où le pire qu'on a eu, enfin le pire ou le mieux, on nous a proposé de parler d'un produit, enfin d'avoir un produit, et quand on leur a demandé qu'est-ce qu'on fait, après, ah ben rien, c'est pas grave, on vous offre le produit. Attendez, moi je veux bien qu'on m'offre un produit comme ça, mais s'il n'y a pas un retour derrière, c'est pas logique. Et à côté de ça, on a des gens qui lisent absolument pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des produits complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on est, ISE ou Mnemonic. Et le gros manque qu'il y a aussi, c'est le manque de différence entre les différents types d'influenceurs. Vous avez ceux qui font de la curation, vous avez ceux qui sont créateurs de contenu, et après ce que j'appelle les faux créateurs, qu'on a déjà parlé tout à l'heure avec les achats d'abonnés. Ce qui m'énerve dans le marketing d'influence, parce que il faut aussi de temps en temps dire ce qui ne marche pas, moi je vois des articles, c'est comment peut-on devenir influenceur ou influenceuse. Je suis désolé, même ceux qui mettent je veux devenir influenceur, pour moi ça ne veut rien dire. Ça nous tombe sur le dos sans qu'on le sache. Après on peut le travailler, mais c'est du personal branding. Il y a même un métier maintenant, c'est quelqu'un qui est connu en plus, mais ça m'a choqué. On est producteur d'influenceurs. Donc moi je gère ISE, je gère Clara, donc je dois être producteur d'influenceurs également. Croire que les influenceurs gagnent beaucoup d'argent. Alors on a été invité par exemple au Festival des influenceurs culinaires. Effectivement, il y a beaucoup d'influenceurs ou de pseudo-influenceurs ou d'influenceurs débutants dans ce domaine-là. Et dans ce festival, en fait, c'est organisé un samedi parce que les gens ont tous un métier à côté. Donc, les 99% des influenceurs ont un métier à côté. L'influence, c'est autre chose, c'est pour arrondir. Il y a la naïveté des clients. On a entendu dans une conférence un jour quelqu'un qui parlait d'Instagram en disant qu'il était influenceur Instagram. Et en fait, je n'utilise pas les stats Instagram, ça ne sert à rien. Moi, mon client, il a qu'à me faire confiance. Et le client, il faisait confiance parce qu'il signait avec lui des partenariats. Sauf qu'il n'y avait aucun retour sur les chiffres. Le client qui ne veut rien en retour, j'en ai déjà parlé. Et on a un problème souvent, c'est qu'on travaille parfois avec des entreprises qui ne sont pas du tout l'esprit Web 2.0, l'esprit médias sociaux. Alors on peut faire ce qu'on veut avec eux. S'ils n'ont pas l'esprit pour aller travailler dedans, on peut rajouter notre truc à nous, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et ça ne marche jamais. Après, il y a une autre branche de l'influence qui est le monde des stars, de la starification. Il y a une revue qui vient de sortir qui s'appelle WeBuzz, qui est basée sur YouTube, avec le lifestyle, j'ai presque fini, avec le lifestyle, qui est mis à toutes les sauces également, parce que même Joyce Phoenix, elle fait plus de la beauté, elle fait du lifestyle. En fait, on écarte au maximum. Nous, avec la cuisine, on va bientôt faire du lifestyle aussi, parce que comme ça nous permet d'avoir d'autres domaines qui sont pas notre cœur de cible, hein, mais c'est pas grave. C'est donné comme ça. Je vous ai donné juste à la fin
je suis dans les temps, un magnifique graphique. On s'aperçoit que les influenceurs, en fait, c'est qu'une partie de l'influence. En réalité, il y a plein d'autres moyens d'influencer et de jouer sur l'influence. Donc les influenceurs en tant que tels ne sont qu'une partie de cet ensemble. Je ne sais pas si... normalement, ils mettent les présentations en ligne après. Oui, on va... Sinon, on la trouvera dans SlideShare. À mon nom, je la publierai de toute façon. Et je laisse ça juste pour finir, comme ça, les gens vont pouvoir lire. C'est un annonceur ou une agence peut donc chercher à toucher directement les influenceurs par le biais de l'influence marketing, du celebrity marketing, du lobbying et des RP, ou chercher simplement à diffuser des campagnes publicitaires sur des supports dont l'audience est plus ou moins fortement composée d'influenceurs. Merci beaucoup, Éric Delcroix, pour cette présentation. C'est vrai qu'il y avait un temps imparti. On essaie d'équilibrer le temps pour pouvoir garantir la possibilité de finir à l'heure. Donc, merci beaucoup pour cette définition. J'espère que ça vous a beaucoup éclairé. Donc, moi, je vais reprendre l'infographie qui dit qu'entre 0 et 10 cas, vous êtes capables, tous en capacité des influenceurs. Donc, là, ici, dans la salle, vous êtes tous des influenceurs, mais pour avoir la confirmation, je préférais demander à Stéphane Attal, dirigeant de la société Les Influenceurs, de venir sur scène. Merci beaucoup, Eric.